Yo, salut les prospecteurs de déodorants, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la clinique, nouvelle série que j'ai voulu lancer un petit peu consacrée aux catcheurs qui nous ont quittés trop vite, trop rapidement, trop jeunes. Cette série un petit peu funeste, elle est guidée aussi par l'abonnement Monday Night War dont certains d'entre vous font partie, parce qu'en 97 nous avons eu le regretté Brian Pillman, en 98. En février 98, il y avait Louis Piccoli qui était le copain de Scott Hall dans la NWO à l'époque, et je me suis dit que finalement, à mesure que nous traversons comme ça cette grande histoire de la Monday Night War tous ensemble, eh bien, je pourrais rebondir avec des dossiers sur les catcheurs qui malheureusement sont décédés alors qu'ils étaient encore actifs dans cette immense période, cet âge doré de la Monday Night War. Et donc aujourd'hui, c'est Brian Pillman qui s'en est allé en octobre 1997, à peine 3 mois après l'immense bonheur familial qu'était le main event du pay-per-view Canadian Stampede. Nous sommes le 5 octobre 1997 et ce soir, lors du pay-per-view Bad Blood, qui a présenté en main event le premier Hell in a Cell de l'histoire entre Shawn Michaels et l'Undertaker, Brian Pillman devait affronter Dude Love. Et pour la petite histoire, le Raw du lendemain, le Raw du 6 octobre qui ouvre avec un hommage avec tout le roster de la WWE qui est présent sur la scène avec le Titantron qui présente le visage de Brian Pillman, et bien ce Raw était en version DSF, donc en version allemande, le premier show de la WWF qu'à l'époque j'ai regardé après l'arrêt de la diffusion de la WWF sur Canal+, grâce à notre ami Naniwa, que je salue évidemment. Alors j'ai pas envie de refaire le boulot qu'avait déjà fait brillamment Dark Side of the Ring, mais on va plutôt se focaliser sur qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait autour du décès à ce moment-là. Bien entendu, on va reparler un peu de sa carrière, mais voilà, je voulais un petit peu cristalliser ce triste moment tout simplement dans cette vidéo, ou dans ces deux vidéos d'ailleurs. Parce que je pense qu'il faudra faire 2 vidéos pour pouvoir couvrir tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai à partager avec vous. Alors au début, le décès de Brian Pillman, il était supposé être dû à une overdose d'analgésiques, mais il s'avère qu'après examen, que c'était finalement une crise cardiaque qui était due à une malformation génétique, parce qu'en effet, Brian Pillman faisait partie d'une famille à risque, avec son père qui est décédé à l'âge de 50 ans d'une crise cardiaque. Toutefois, les analgésiques qu'il avait pris pourraient l'avoir empêché de se réveiller lorsque la crise cardiaque s'est déclarée. Malheureusement, à cette époque, ce n'était pas le premier ni le dernier à décéder en laissant derrière lui une famille, une femme et des enfants. Brian Pillman, il est apparu au King 1996 à la WWF lorsqu'il était de retour, mais toujours en très mauvais état après l'horrible accident de voiture d'avril 1996. Lors du King, sa cheville était donc encore en guérison, et ce n'est qu'en septembre que les médecins ont compris qu'elle ne guérirait jamais seule et qu'il fallait la reconstruire, vraiment littéralement la reconstruire. Une fois que tout ça aura lieu, Brian Pillman va revenir en avril-mai 1997 pour catcher. Il avait aussi fait son retour lors de Shotgun Saturday Night, lors duquel il commentait aux côtés de Jim Ross. Mais voilà, même s'il revient en action sur le ring, parce que c'est sa vie et c'est son métier, de toute évidence, tous ceux qui l'ont connu jusqu'à présent constateront qu'il ne sera plus jamais le même. Avec sa vie vraiment chaotique, eh bien, certains avaient le sentiment, justifié ou non d'ailleurs, que ce décès n'était pas vraiment sorti de nulle part et qu'il y avait des signes avant-coureurs, parfois effrayants, connus de quasiment tous ses proches. Il pourrait être facile et plutôt pratique de rejeter la faute sur l'industrie du catch, ou même sur la WWF de l'époque, mais ce ne serait pas vraiment juste, parce que si Pillman nous a quittés en raison d'un problème congénital, alors il aurait été frappé tôt ou tard, que ce soit à la WCW lors d'un retour, ou à la WWF, etc. Toutefois, de manière un petit peu étonnante, Pillman avait récemment eu des sortes de prémonitions étranges partagées auprès de certains de ses proches, dans lesquels il sentait que la fin approchait. Très bizarre. Le 4 octobre, la veille, Brian Pillman avait catché lors d'un house show à Saint-Paul dans le Minnesota. Il est allé à l'hôtel tout seul, toujours dans le Minnesota, et c'est le lendemain, le jour du pay-per-view, qu'il sera retrouvé décédé. D'ailleurs, de manière très intéressante, l'arbitre avec qui il avait bossé sur son dernier match la veille du pay-per-view avait dit que c'était assez bizarre parce qu'au niveau de son comportement, il avait dormi tout l'après-midi et il avait une mine quasiment déconfite pendant toute la journée, chose qui était relativement inhabituelle, d'autant plus
qu'il avait adopté depuis maintenant presque, oui, plus d'1 an et demi, presque 2 ans, un comportement très très bizarre. Donc le fait qu'il soit complètement éteint comme ça avait surpris beaucoup de gens, et rétrospectivement, on peut penser que, évidemment, le processus de crise cardiaque avait peut-être déjà un tout petit peu commencé. Lorsqu'il a été retrouvé, autour de lui, plusieurs bouteilles de pilules ont été retrouvées, des relaxants musculaires, des analgésiques, et par contre, pour ce qui est des analgésiques, tous avaient été obtenus sur ordonnance et on n'avait retrouvé aucune réelle substance illicite, enfin ce qu'on appelait à l'époque des substances illicites, même si certaines le sont évidemment, mais aucune substance réellement illicite n'a été retrouvée dans la pièce. Il faut cependant comprendre la gravité de la blessure de Brian Pillman, parce que s'il prenait des pilules et toutes ces choses, c'est bien parce que d'une manière, entre guillemets, il en avait besoin. C'était déjà presque miraculeux de l'avoir vu remonter sur un ring un jour, tellement son accident de voiture était horrible. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, eh bien, le retour dans le ring a surtout montré qu'il ne serait plus jamais le même. Mais c'est vrai qu'après avoir reviewé les Raw de 1997 en compagnie de Dimitri, bien entendu, eh bien, on peut s'étonner que, vu son état physique avec sa cheville, etc., il avait quand même tenté beaucoup de choses, comment dirais-je, risquées. Peut-être trop risquées par rapport à son état de l'époque. Bon, après, évidemment, en 95-96, lorsqu'il était Flyin' Brian à la WCW, c'était des choses qui étaient normales. Mais en 1997, c'était presque douloureux à regarder quand on le voyait, par exemple, sauter de la 3e corde. Il souffrait constamment de douleurs intenses, au point que le simple fait de traverser un aéroport a été difficile pour lui, pour aller de show en show. Alors imaginez la douleur qu'il pouvait ressentir lorsqu'il était dans le ring. La WWE l'avait évidemment compris et avait fortement réduit son planning de house show, pour évidemment, d'une part, pouvoir, comment dirais-je, capitaliser, focaliser sur ses apparitions lors des shows télé, mais aussi, bien entendu, de manière, entre guillemets, humaine, beaucoup de guillemets dans cette vidéo, entre guillemets, de manière humaine, pour vraiment le soulager, parce que le gars était à la ramasse. Mais pour lui, c'était une vraie frustration, parce qu'il était fier de ses capacités athlétiques sur le ring, qu'il avait d'ailleurs pu exprimer depuis des années à la WCW. Le lendemain de son dernier match, le jour du pay-per-view, en milieu d'après-midi, ni Pillman ni Bret Hart n'étaient arrivés au Kill Center de Saint-Louis dans le Missouri, et le sentiment était qu'ils allaient probablement prendre le dernier vol au départ de Saint-Paul. Mais lorsque Bret Hart est arrivé tout seul et que Pillman n'était pas avec lui, ils se sont vraiment inquiétés car le show était sur le point de commencer, et comme Pillman affrontait Dude Love, inutile de vous dire qu'il n'était pas placé ne serait-ce qu'en milieu ou en haut de carte. Donc Pillman devait être parmi les tout premiers matchs. Et ça a vraiment commencé à faire stresser les gens. Et quelques minutes plus tard, eh bien, ils ont envoyé en fait la police pour le checker dans sa chambre d'hôtel. Et c'est à ce moment-là qu'interviendra la macabre découverte. C'est donc avec seulement quelques instants de recul pour digérer l'info que Vince, accompagné de Jerry Lawler et Jim Ross, a eu la lourde tâche d'annoncer son décès. Après des années 1992, 13, 14 assez terribles pour Vince McMahon, dans lesquels il a aussi vécu le procès des stéroïdes. D'ailleurs, à ce niveau-là, confirmez-moi si ça vous intéresse toujours que je fasse un dossier sur le procès des stéroïdes. Bref, 92, 93, 94, des années horribles pour Vince McMahon, les stéroïdes, etc. Et la dernière chose qu'il veut, alors que le business semble retourner un petit peu dans le bon sens, c'est que la lumière soit de nouveau faite sur la WWE via des suppositions sur le décès d'un big name encore en pleine activité. Personnellement, j'avoue, je n'ai jamais été émoustillé par le personnage de Loose Cannon de Brian Pillman qui floutait un petit peu la limite entre la réalité et la fiction. Par contre, j'aimais beaucoup son boulot de bon mid-carder à la WCW, ça c'est certain. Mais le Loose Cannon comme ça m'a jamais touché. J'avais toujours l'impression d'être face à un acteur, beaucoup trop en tout cas. Par contre, les avis contraires aux miens sont à peu près unanimes, donc je reconnais. J'ai pas de mal à reconnaître le côté unique de ce qu'il avait tenté de faire, le côté absolument révolutionnaire de ce qu'il faisait avec ce personnage Loose Cannon. C'est juste que moi, ça ne m'avait jamais, ça m'a jamais touché. Par contre, j'avoue que même si personnellement donc j'avais du mal avec sa voix, un petit peu comme Dimitri et celle de Luna Vachon, son timbre de voix ajoutait à l'originalité de sa démarche, ça c'est certain. On rappelle que Brian Pillman, il était né avec un cancer de la gorge et qu'il a subi 31 opérations différentes avant l'âge de 3 ans, ce qui l'a laissé avec cette voix rauque si caractéristique. En parlant de son Loose Cannon, en fait, fin 95, il crée son personnage de Loose Cannon, un personnage qui fait de lui le catcheur dont on parle presque le plus au début de l'année 1996. Il a eu un impact long terme, j'ai envie de dire, sur le business, car
Il a habilement compris, à cette époque, qu'Internet donnerait des infos aux fans et qu'ils allaient jouer de cela en les devançant et en tirant les ficelles du métier. À cette époque, le catch était le catch, quoi. Je veux dire, c'était ça et point. Il n'y avait pas vraiment de profondeur ou de nuance aux relations humaines non professionnelles. Le fait le plus marquant de ce floutage et de ce flou autour du work et de la réalité, c'était lors de Super Brawl 6 en février 1996, pay-per-view lors duquel il a affronté Kevin Sullivan dans un respect match. Donc le but, c'est un petit peu comme un I quit match. Il fallait dire I respect you, il fallait dire qu'on respecte son adversaire. Le match dure 2 minutes 30, 3 minutes. Brian Pillman prend le micro, tiens, il est là, le micro là, tac, comme ça, et dit I respect you, Booker Man, et il se barre. Il perd le match. Et donc en fait, voilà, il dit je te respecte, Booker Man. Et c'était révolutionnaire à l'époque parce que c'était la première fois de toute l'histoire, à ma connaissance, que, peut-être à la ECW, ils en parlaient un peu, mais en tout cas, en vraiment mainstream, qu'un catcheur reconnaisse en live lors d'un show que tout ça, c'est régi par un booker. Alors le vrai cauchemar lors de son décès, c'est celui de sa famille, parce qu'il laisse derrière lui évidemment une femme, 5 enfants, avec un 6e en route, et Mélanie, sa femme, avait à peine découvert la grossesse quelques jours auparavant, et elle ne l'avait même pas informé de cette grossesse. Donc c'est vraiment absolument tragique pour Mélanie. Parmi ses 5 enfants, il y a un fils de 4 ans qui s'appelle Brian, avec un don pour sauter sur les tables et les comptoirs de resto et dire aux gens « Je suis Flying Brian ». Ça, c'était un petit peu quelque chose qui était répandu comme réputation à l'époque. Donc il était vraiment prédisposé pour ce métier. Et Brian Pillman Jr., évidemment, on le connaît aujourd'hui, il est actif, il était à la MLW il y a quelque temps et il est à présent sous contrat à l'AEW. C'est vrai que sa vie familiale était terriblement chaotique, décousue, ponctuée, entre autres de suicides, de meurtres. Donc comme je l'ai dit, hein, on n'est pas dans Dark Side of the Ring, ils l'ont très bien couvert, mais on va plutôt donc retracer son illustre carrière aussi, jusqu'à ce jour tristement fatidique. Pillman, il avait commencé sa carrière sportive dans le foot US, mais malgré ses 115 kilos et quand même de sacrés perfs au gym, il n'arrive pas à percer dans la NFL. Pourtant, il a failli être recruté par les Bills. Alors là, je laisserai évidemment le soin à Dimitri de nous préciser en commentaire de quelle ville il s'agit. J'aurais pu faire la remarque, la recherche moi-même, effectivement, mais c'était pour partager un petit peu avec vous et que vous me disiez dans quelle ville jouaient les Bills. Donc il a failli être recruté par les Bills avant que des stéroïdes ne soient découverts dans son vestiaire et finit par signer avec les Stampeders de Calgary de la Ligue canadienne de football en 1986, donc un petit peu comme le Rock. Hein. Et après avoir disputé les 3 premiers matchs de la saison, il s'est cassé la cheville, la même cheville qui sera détruite en 1996. Donc on voit que le destin cherche un petit peu à s'acharner sur une partie du corps qui est peut-être fragile chez lui. J'avoue que je le comprends tout à fait, car moi aussi j'ai des chevilles très fragiles. Je fais très attention, je ne fais pas de conneries à ce niveau-là. Voilà, ça commençait malheureusement pour lui à cette époque, en 1986. Et un petit peu de la même manière que sa cheville amènera à ce qu'on peut penser être la fin de sa carrière dans le catch, eh bien cette blessure, pile poil 10 ans auparavant, met fin à sa carrière de footballeur. Il va basculer vers le catch, il commence à la Stampede Wrestling de Stuart. Who that? Et Brian Pillman fait souvent équipe avec, lors de ses premières incartades, avec Owen Hart et Keith Hart. À l'époque, la Stampede Wrestling, elle développait certaines de ce qui allait devenir d'immenses stars comme Owen Hart, Chris Benoit, Keiichi Yamada, qui deviendra Jushin Liger, ainsi que Hiroshi Hase. Une anecdote peu connue, d'ailleurs, était que lors de son premier séjour à la Stampede Wrestling, un angle a été réalisé où les Heels ont attaqué sa supposée sœur Teresa. Bon, dans cet angle, c'était sa sœur, en général, c'est plutôt sa mère, Teresa. Et donc les Heels ont attaqué sa sœur pour préparer un grand match la semaine suivante. Et Teresa, de son vrai nom Teresa Hayes, eh bien en fait elle refera surface plusieurs années plus tard à la ECW et elle deviendra Beulah McGillicuddy. Donc ça c'était un truc que j'avais totalement oublié et en faisant mes petites recherches, je suis retombé là-dessus. Donc je m'étais dit que ce serait une petite anecdote croustillante que je pourrais évidemment partager avec vous aussi. Bruce Hart et Pillman sont en équipe officiellement, ils sont appelés la Bad Company et ils ont été quasiment la meilleure équipe de babyface de la Stampede pendant 2 ans, de 86 à 88. Donc, toujours un petit peu niveau shkumoun, Brian Pillman il a une autre grosse blessure à l'épaule
qui a failli mettre fin à sa carrière. Il a aussi une déchirure au triceps qui va intervenir lors d'une bagarre backstage. Il est temps pour lui de quitter la Stampede Wrestling en grande partie grâce à Jim Ross qui va le ramener à la WCW au printemps de 1989. L'idée d'origine pour lui, c'était qu'il soit mis en équipe avec un catcheur qui s'appelait Dennis Condrey, qu'il soit managé par Paul Heyman et qu'ils deviennent les nouveaux Midnight Express. C'est très intéressant que ça parle de ça, parce que en fait, il y a quelques jours seulement, j'ai regardé le Raw du 16 mars, toujours pour l'abonnement Monday Night War, dans lequel nous avons Bob Holly et Bart Gunn qui font les débuts en tant que nouveaux Midnight Express. Donc les Midnight Express, je crois qu'ils ont arrêté de catch en 89, si j'ai pas de bêtises. Donc il faudra attendre, c'était mars 98, pour voir cette nouvelle version des Midnight Express, parce que même si c'était l'idée d'origine à la WCW, ça ne verra jamais le jour. Et pourquoi ça verra jamais le jour? Parce qu'en fait, le booker de l'époque, il n'avait pas vraiment envie de pusher un catcheur dont il n'avait jamais entendu parler. Une fois que le booker George Scott de la WCW sera viré, par contre, le nom de Brian Pillman refait surface comme babyface cette fois-ci, et son premier match important fut lors du pay-per-view Halloween Havoc 1989, où, à la surprise générale, il a eu l'un des meilleurs matchs de la carte. Je vous le donne dans le mille, c'est pour ça que c'est une grande surprise face à Lex Luger. Et c'est à ce moment-là, c'est grâce à ce match, quasi instantanément, qu'il deviendra l'un des meilleurs mid-carders poids moyen, et aussi, non seulement le meilleur, mais un des plus fiables pour les 7 années à suivre à la WCW. Et c'est là-dessus, les amis, que je vais interrompre cet hommage à Brian Pillman et qu'on va clôturer cette première partie en vous donnant rendez-vous pour la deuxième partie où on va continuer sa carrière, on va continuer son décès pour retracer l'immense perte qu'a été le décès de Brian Pillman, qui sera le premier dans cette série à être un catcheur parti trop tôt. A très bientôt les amis, n'oubliez pas comme toujours de regarder du catch 24 heures sur 24 et je vous dis à la prochaine, bye bye.